Nous sommes ravis de vous, nous sommes ravis de vous voir ce soir ou cet après-midi. Euh, on peut trouver des personnes venant d'Andorre, du Cameroun, du Congo, de la Guinée, du Portugal, d'Espagne, qui participent avec nous à ce moment de partage. Nous sommes également très contents de voir la diversité des professionnels présents autour de cette table numérique. Pauline, je te propose de prendre le relais pour les questions en rapport au chat et à la visioconférence. Oui, bonjour à tous ou bonsoir. Donc, moi, je suis Pauline, je fais partie de la Fédération Addiction en France. Pour quelques indications sur l'organisation du webinaire, donc c'est enregistré. Si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, vous pouvez couper les vidéos. De toute façon, de manière générale, on n'a pas forcément besoin de la vidéo. Je vous invite à conserver aussi vos micros coupés. Il y aura des sessions de questions à la fin de chaque petite conférence, mais c'est des questions par chat. Donc, je vous invite à poser vos questions par chat. Nous, on les fait remonter ensuite à la fin de chaque conférence pour partager avec les intervenants. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir avec des emojis au cours de chaque petite conférence. Et enfin, on vous enverra, quand ce sera terminé, un lien pour évaluer, pour faire un petit retour sur ce webinaire, parce que c'est la première fois qu'on l'organise sous ce format-là pour les professionnels, donc on est curieux d'avoir vos retours. Voilà, donc maintenant je passe la parole à Célestine. Oui, bonjour et bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Célestine et je travaille en Suisse au Gréa. J'aimerais vous dire quand même deux mots sur les organisateurs de ce webinaire. Le Zuchtverband du Luxembourg, la Fédération Addiction de France, le Gréa de Suisse, la Fédito Wallonne de Belgique, l'AIDQ, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, la FEDA, la Belgique, et puis la Croix-Bleue romande. En Suisse, c'est Univers Santé, également en Belgique. Donc, ça fait un beau panel de la francophonie intéressée ce soir par l'alcool et par les pauses que l'on peut faire en début d'année un peu partout dans nos pays. Pour introduire le thème, je vais passer la parole à Grégory Lambrette, qui est chargé de direction psychologue et psychothérapeute chez Arcus au Luxembourg, ainsi qu'à Benjamin Tubiana, responsable plaidoyer à la Fédération Addiction en France. À vous la parole. Et avant qu'il parle, peut-être vérifier, il y a plusieurs personnes qui ont dit qu'ils n'avaient pas de son. Est-ce que c'est des exceptions ou est-ce que la plupart des gens entendent bien? Peut-être dans le chat, nous répondre, dire si vous entendez bien, tout simplement. Merci. Ah, voilà, ça fonctionne bien, c'est bon, son OK. Alors oui, la personne ou les personnes qui nous disaient que le son n'est pas bon, peut-être essayez de regarder dans vos paramètres et si ça va pas, peut-être reconnectez-vous. En tout cas, le son devrait marcher. Voilà, alors je passe la parole à Benjamin et Grégory. C'est bon. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci pour cette rapide présentation. Donc moi, je suis Benjamin, je suis en France avec Grégory qui est au Luxembourg. On va vous présenter rapidement, en guise d'introduction, l'historique de ces campagnes de pause, ces campagnes qu'on appelle souvent motivationnelles. En commençant d'abord par une petite histoire. Alors, c'est des campagnes dont l'idée n'est pas nouvelle, hein, parce les prémices, on la trouve dès 1942 en Finlande, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus récent que le phénomène a un petit peu explosé avec le lancement du Dry January en 2013 au Royaume-Uni par une ONG qui s'appelle Alcohol Change UK. Et si ce mouvement a été initié par les Britanniques, ce type de campagne, depuis plusieurs années, c'est largement diffusé à travers le monde. Alors, ça reste principalement en Amérique du Nord et en Europe. Aujourd'hui, on compte quand même 14 pays qui participent. Le Royaume-Uni, évidemment, la France, la Belgique, le Canada, le Luxembourg et la Suisse qui sont représentés ce soir, mais plus largement en Danemark, en Estonie, en Finlande, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Suède et même en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est vraiment un phénomène qui s'étend, qui repose sur un principe directeur qui est en fait assez simple, c'est qu'on invite les gens, on invite la population à s'abstenir de consommer de l'alcool pendant une période d'un mois. Alors pour le January, évidemment, c'est en janvier, comme son nom l'indique, mais ça peut être aussi en février, comme la tournée minérale en Belgique ou le défi 28 jours au Québec.
La campagne propose ainsi aux participants d'observer et d'expérimenter les possibles bienfaits d'un changement de comportement. Et c'est là la différence avec les campagnes plus classiques où on met l'avantage ici sur les bénéfices de la non-consommation plutôt que de parler des risques de la consommation en elle-même. Autrement dit, pour chaque participant, il s'agit d'observer la place et l'impact que l'alcool a dans son quotidien et sur sa qualité de vie, et de se confronter aux situations où d'habitude on aurait bu un verre ou peut-être plus, et de découvrir qu'il y a parfois certains verres que l'on choisit vraiment de boire, on en a vraiment envie, et beaucoup que l'on boit aussi par simple habitude ou sous la pression sociale. L'ambition de ce dispositif, c'est d'encourager à s'interroger sur sa relation à l'alcool au niveau individuel et d'inspirer un changement d'attitude sur ce sujet en vue de normaliser au niveau collectif la réduction de la consommation d'alcool. Et de fait, ce sont des campagnes qui sont de plus en plus populaires dans les différents pays où elles sont menées. Ainsi, en France, un sondage pour le Dry January 2023 indiquait que jusqu'à un tiers des Françaises et des Français envisageaient de le faire. En Belgique francophone, 88% des Belges francophones connaissent la tournée minérale, 23% l'ont déjà fait, donc ça a quand même un impact assez important dans la population. Pour terminer, avant de passer la parole à Grégory, il y a quelques précisions à faire sur ces initiatives. D'abord, ce n'est pas du tout de la désintoxication, c'est pas comme ça qu'il faut les appeler, et c'est pas non plus du tout un problème, une réponse à un problème de dépendance. On s'adresse vraiment à la population générale. Il faut rappeler quand même, et on le fait en général dans les messages qu'on a dans les campagnes là, c'est que les personnes dépendantes ne doivent pas s'arrêter subitement de boire. Le sevrage de l'alcool comporte des risques et il doit s'effectuer avec l'aide d'une professionnelle. Ok. C'est Benjamin. Donc, moi, je suis Grégory Lambret, je suis chargé de direction d'un service de consultation et addiction au Grand-Duché de Luxembourg et je fais partie du Surforbands, comme Célestine l'a précisé. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que ça touche, comme Benjamin l'a précisé, 14 pays, mais plus sans doute aussi. Il y a plein de pays qui sont sans doute pas encore, qui ne sont pas manifestés. Ça touche des millions de personnes. Et donc, quelle est la plus-value en termes de santé publique? Parce qu'on constate, c'est que ces campagnes sont relativement efficaces, même si il y a encore des choses à affiner en termes de mesures d'impact, mais elles fonctionnent si effectivement la visée et l'objectif principal, c'est de réduire la consommation dans un deuxième temps. Et donc, ce qu'on voit à travers effectivement une enquête qui a été menée, par exemple, par nos partenaires français en 2023, qui indiquait que 57% des personnes n'avaient pas bu pendant, je dirais, toute la période de janvier. Et ce qui est aussi intéressant, et donc je pourrais revenir dans quelques secondes là-dessus, c'est qu'il y a toujours un deuxième temps, plus un deuxième effet, c'est que après, je dirais, cette période d'abstinence, pour la plupart, les gens réduisent aussi leur consommation par la suite. Et donc, on voit qu'effectivement, après janvier, 70%, 70% pour les Belges, pour les Suisses, comptaient moins boire qu'avant et 12% voulaient simplement totalement arrêter de boire, en fait, en gros. Alors, Martin Deluve, que vous aurez l'occasion d'entendre par la suite, nous a aussi transmis une étude qui doit encore être officialisée, mais dans le cadre de la tournée minérale, donc la campagne belge en l'occurrence, le sondage montrait que 34% des participants estimaient que leur consommation avait globalement diminué pendant ce laps de temps, qui consistait à faire pendant la période que les Belges avaient mis en place. Et les avantages de cette campagne, ils sont multiples et variés. La plupart du temps, on va dire, ce sur quoi on s'arrête, c'est effectivement ces notions d'économisation d'argent. 20% des personnes estimaient qu'elles avaient plus d'énergie, 19% se sentir mieux, 16% précisaient qu'elles dormaient mieux. Il y a encore d'autres variables qui sont évaluées, qui devraient encore sans doute être affinées, mais qui montrent qu'effectivement, il y a un impact en termes de mieux-être, parce que c'est quand même, comme Benjamin l'a précisé, sur cet argument-là, effectivement, que ce type de campagne insiste. Donc c'est aussi un fort enjeu, je dirais d'une certaine manière, à préciser auprès du public, auprès desquels vous pourriez intervenir en l'occurrence. Ce qu'on voit aussi, c'est que je parlais des effets à très court terme. Il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré effectivement qu'il y avait aussi un effet à moyen, voire à long terme, et qui montrait qu'il y a une réduction de la consommation jusqu'à 6 mois après la participation des personnes à ce type de campagne. Donc 6 mois après, c'est quand même assez conséquent. Donc il y a vraiment, je dirais, un fort enjeu en termes de santé publique. Et on voyait aussi apparaître en fait une amélioration de ce qu'on appelle les facteurs de protection. Une autre étude en termes d'impact, je dirais plus physiologique, a été pilotée par la Royal Free Hospitals de Londres et qui montrait que ce challenge avait un impact fort sur l'amélioration de la qualité de sommeil, la réduction du cholestérol, la réduction de la pression artérielle, une perte de la graisse hépatique. Donc il y a de forts arguments là, éventuellement aussi pour, si jamais il y avait des infirmières et des médecins dans la salle, pour effectivement argumenter et appuyer ce type de campagne, en fait, en l'occurrence. Donc, encourager la population, enfin comme les professionnels de la santé, parce que ça ne concerne pas que la santé, mais aussi du social et de l'éducation à participer à ce type d'initiative, ça nous apparaît comme une bonne possibilité, une opportunité importante et intéressante
d'expérimenter à travers une réduction, on va dire, volontaire et temporaire, parce que c'est aussi ça qui est important de souligner, les avantages à consommer moins ou pas, parce que c'est le choix qui est aussi important pour nous, pour que chacun juge ce qui est bon pour soi, quoi, en l'occurrence. Donc, le maître mot, et j'ai mis un petit éditorial qui vient de sortir, c'est un peu, voilà, moins boire, c'est tout l'enjeu de cette campagne, pour les mois qui ont été choisis selon les pays respectifs qui sont les vôtres, mais aussi pour la suite, si les personnes, enfin, voilà, sont désireuses de poursuivre l'aventure. Voilà, j'en ai terminé, je laisse la parole à Célestine, je pense, qui reprend le relais. C'est moi qui vais prendre le relais, Grégory, merci. C'est correct. Je vais introduire le premier conférencier qui est Joël Tremblay, qui va nous parler prévention et intervention précoce en matière d'alcool. Joël. Bonjour tout le monde, je vais juste prendre le temps de partager mon écran. Je crois que c'est comme ça ici. Hélène, peux-tu juste me confirmer verbalement que tout va bien, que vous voyez bien l'écran et que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. C'est parfait, C'est oui. parfait. Bon, merci, merci, merci. Donc, alors, je vous parle brièvement d'un programme d'intervention précoce bon, ça n'est pas le dry January ou un mois sans alcool, mais c'est pour des personnes qui, au-delà de cette période spécifique d'abstinence d'alcool, qui voudraient réduire leur usage d'alcool dans leur vie quotidienne. Donc, des personnes qui ont un usage modéré, ce pas des personnes qui ont une dépendance, une addiction sévère, c'est des personnes qui ont un usage modéré, des gens qui ont un fonctionnement tout à fait adéquat dans leur vie quotidienne, mais quand même qui souhaitent réduire. J'ai mis ici les logos de l'ensemble des groupes qui participent au développement de ce programme, le programme Mes Choix, donc le GREA, la Fédération Addiction, la Fédito bruxelloise, de même que le Risque au Québec et plusieurs autres organisations du Québec. J'ai oublié de me présenter, Joël Tremblay, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc au Québec. De quoi parle-t-on? Bien, dans chacune de nos sociétés, on a des proportions assez significatives de personnes qui ont un usage, disons, excessif ou à risque, dans les termes canadiens, on dirait. Au Québec, on a peut-être 7 millions approximativement d'adultes de 18 ans, de personnes âgées de 18 ans et plus, puis peut-être 12 environ de personnes qui ont un usage, 12 à 15 qui ont un usage excessif. Bon, tous ne veulent pas changer leur comportement, c'est bien correct ainsi. Nos programmes d'intervention rejoignent peut-être un demi de 1% de ces personnes-là, de ce 800 000 quelques personnes. Peut-être qu'idéalement, on devrait rejoindre peut-être 10% de ces gens-là, ce serait beaucoup mieux, ce serait 20 fois plus que ce qu'on fait maintenant. Bref. Donc, tout simplement pour dire qu'il y a beaucoup de personnes dans nos sociétés qui ont un usage excessif d'alcool. C'est très important, il faut s'y attarder. Puis, du moins au Québec, nos programmes publics qui rejoignent ces personnes-là via une intervention assez brève, rejoignent peu de personnes, même si le nombre est important, mais c'est quand même peu par rapport à ceux qui auraient besoin. On a des programmes qui s'appellent la famille des programmes Mes Choix, dont une version spécifique pour l'alcool, celle de la question dont on parle aujourd'hui, mais qui a aussi une possibilité d'aborder la même question, mais pour la consommation de cannabis, de d'autres substances ou de jeux d'hasard d'argent. On les a en anglais également. Ce sont des guides francophones qui sont internationaux, donc on a travaillé étroitement avec la Fédération Addiction, le GREA et la FEDITO pour que le vocabulaire utilisé soit international. On a une version PDF interactive, donc c'est le même guide à l'écran, mais on peut compléter les sections à l'écran. Puis on est en tentative d'obtenir des financements pour créer une version web mobile, donc qui peut être utilisé sur ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire. Donc, le but de ces programmes, c'est de réduire, contrôler la consommation d'alcool, entre autres. Pour être éligible à ces programmes, les personnes doivent avoir un usage modéré. Ils peuvent viser l'abstinence s'ils le veulent ou une période d'arrêt complet. Peu importe, les gens se donnent l'objectif qu'ils veulent.
Même si les médecins diraient, par exemple, cette personne-là doit absolument viser l'abstinence, même si c'est un programme de boire contrôlé, c'est tout à fait compatible, il n'y a aucun. Les personnes sont admissibles au programme via une évaluation brève. Là, ce que vous connaissez bien en Europe, c'est l'ASSIST ou l'audit, par exemple, qui sont des évaluations très, très brèves, qui permettent de calibrer la gravité d'usage de la personne, l'importance de l'usage de la personne. Et si elle est dans un usage modéré, excessif mais modéré, elle est orientée vers le programme. Vous voyez que certaines personnes, toutefois, doivent bénéficier d'interventions dites motivationnelles, donc en entretien motivationnel, qui permettent de les aider à réfléchir à la question de veulent-ils ou veulent-elles transformer leur consommation. Le programme peut être offert en trois formules, donc en mode autonome, en rencontre individuelle ou de groupe. Donc, le modèle autonome, c'est qu'il y a une seule rencontre avec un intervenant ou une intervenante, puis la personne continue seule le programme, ou ce sont une série de 2 à 10 rencontres d'accompagnement des personnes dans le programme. Les rencontres de groupe, c'est 6 rencontres de groupe. Les fondements conceptuels du programme, évidemment, c'est une grande philosophie de réduction des méfaits, donc une attitude absolument non jugeante, où toute avancée, toute action en faveur d'un usage plus adéquat de l'alcool est bénéfique, est encouragée. C'est un style comportemental cognitif. C'est des façons de faire issues des approches comportementales cognitives, évidemment, mais on conserve toujours notre style motivationnel centré sur la personne, où on souhaite que le changement, l'intérêt au changement proviennent de la personne, évidemment. On reprend ce grand modèle bien connu de Marlatt et Gordon, entre autres, qui a cette idée générale que devant des situations à risque, si la personne n'a pas de stratégie pour faire face à ces situations à risque et qu'elle a des croyances que l'alcool est une bonne façon de faire face à ces situations-là, elle va constamment utiliser l'alcool devant ces situations-là et va en finir par croire qu'elle n'a pas le contrôle sur sa consommation puis qu'elle n'a pas euh, qu'elle est, qu'elle est tout simplement incompétente devant ces situations-là. Alors que si on recadre le tout pour l'aider à développer donc des stratégies plus adaptées, un meilleur sentiment d'auto-efficacité, elle pourra choisir entre l'alcool ou d'autres stratégies selon son choix pour faire face à différentes situations. Donc, il faut évidemment identifier les situations à risque, défaire les croyances trop fortes envers les bienfaits de l'alcool, que c'est normal que tout ne se réalise pas dans une seule fois. Quand on ne réussit pas une fois, ça ne veut pas dire que c'est un échec, c'est un objectif qui n'a pas été atteint cette fois-là, tout simplement, et développer de nouvelles stratégies. Le programme a 6 phases, donc tout d'abord, bien connaître ses consommations, ses habitudes de consommation, d'où l'idée là, de noter ses propres consommations au cours de la semaine, faire un bilan, identifier les risques associés. À la phase 2, les gens identifient leurs déclencheurs et leur situation à risque pour, à la phase 3, se choisir un objectif. Donc, les gens ne se choisissent pas un objectif dès le début. Il y a une certaine période de réflexion pour arriver à dire, bon, quel est mon objectif à court terme et à moyen terme. On met l'accent sur l'importance d'avoir de nombreuses sources de plaisir qui ne sont pas associées à la consommation. Et on approfondit l'idée des besoins sous-jacents là, qui sont comblés ou que la personne tente de combler via son usage d'alcool. Et on tente de prévenir là, des situations à risque à la fin. Je vous ai présenté tantôt plusieurs guides, mais au fond, c'est tous tout le même guide, c'est la phase 1 qui est différente. Alors que ce soit le guide cannabis, toute substance, voire même jeu d'hasard et d'argent, c'est vraiment la phase 1 où la personne apprend à reconnaître ses comportements où il y a une différence. Les autres phases sont similaires. Combien me reste-t-il de temps? J'ai oublié de regarder l'heure à laquelle on a commencé. Tu as bien 5 minutes, Joël. Ah, bon, ben alors je vais rapidement. Alors, merci beaucoup. Donc, juste pour être un peu plus illustratif, donc à la phase 1, donc on augmente la conscience des risques associés à la consommation, puis on favorise l'engagement dans le programme. Donc, différents éléments là, que l'on regarde dans le programme, comme on le feuillette ensemble, on apprend à mesurer sa consommation,
on sort des petites chartes là, d'équivalence. Bref, on réfléchit sur la qualité de vie. Bon, alors, donc, premier élément, mesurer sa consommation. Donc, ça, il y a des unités standards. Ça, c'est les unités canadiennes. Là, en Europe, c'est différent. Vous êtes à 10 grammes d'alcool pur pour calculer une consommation. Au Canada, on est à 13,6. Donc, c'est simplement les chartes là, qui varient d'un pays à l'autre, mais les personnes apprennent à calculer leur consommation. C'est toujours intéressant là, quand j'accompagne des personnes de voir leur surprise quand ils font le total de consommation lors d'une semaine, par exemple. Alors, c'était déjà un élément important de simplement reprendre un portrait, faire un portrait de sa propre consommation d'alcool régulière. Qu'on donne des chartes de ce genre-là. Là, CS dans les chartes veut dire consommation standard. Alors, j'imagine que chez vous, c'est comme chez nous. Il y a de nombreux formats de bière avec de nombreuses proportions d'alcool dans chacune de ces consommations. Bref, voilà, fait qu'on a des petites chartes. Vous avez des chartes similaires dans vos pays respectifs. Bon, et pour le cannabis, on fait autre chose, mais bon. Puis ensuite, ben, les gens font une réflexion sur leur qualité de vie. Donc, quelle est ma satisfaction envers diverses sphères de ma vie? Là, il y en a plus que trois. Puis, si jamais je réduisais ma consommation, quelle serait ma satisfaction? Puis, ça leur permet de réfléchir en avance là, à des bénéfices anticipés d'une modification de ma consommation. Est-ce que j'aurai des bénéfices sur ma santé, sur mes finances? Et il peut y avoir certaines pertes anticipées. Si je consomme moins, est-ce que je risque de perdre mes amis, etc. Fait que c'est une réflexion intéressante. Puis à la phase 2, puis je vais arrêter après ça, à la phase 2, on met un accent important sur l'identification des situations à risque. Donc, on a un petit questionnaire de ce genre-là où les gens cotent diverses situations à risque quant à leur danger ou, disons, le risque pour eux là, perçu. Donc, quand je suis fâché ou frustré contre moi-même, est-ce que je ne consomme jamais ou je consomme modérément? Ou au contraire, je consomme parfois trop quand je suis fâché ou frustré contre moi-même, ou je consomme presque toujours trop dans ces situations-là, etc. Et là, il y a 26, 37 situations, une trentaine de situations de genre, là, quand je m'ennuie, quand je suis triste, quand je suis stressé. Pour aider les personnes à donc cibler les états, situations, contextes dans lesquels ils ont de la difficulté à atteindre la cible qu'ils souhaitent de consommation. Donc, ils consomment trop selon les objectifs qu'ils se donnent dans ces situations-là. Ce qui les aide donc à cibler des enjeux particuliers qui leur sont propres. Et ils se disent, bon, dans ces situations-là, c'est difficile pour moi de m'en tenir à mon objectif. Bon, j'ai mis l'exemple du cannabis, mais désolé, là, j'aurais dû mettre l'exemple de l'alcool, mais c'est pareil, c'est le même genre de situation. Donc, parfois, c'est simplement l'habitude. Quand c'est beaucoup l'habitude, bon, on va changer toutes sortes de routines dans la vie de la personne, mais parfois, c'est la gestion du stress ou parfois, c'est d'être dans une situation festive, etc., etc. Bref, donc, ça crée un portrait très typique à chaque personne et elle doit donc développer des stratégies pour euh, changer ses habitudes à ce moment-là. Je vais juste enlever le partage et le partage. Euh, Le partage est fermé. Je pense que ça a fonctionné, hein, je crois. Est-ce que ça a fonctionné, mon partage? Je n'ai plus de partage. Super. Oui, c'est bon. Parfait. Alors voilà, je crois que j'ai fait à peu près le temps. Merci beaucoup, Joël. Peut-être qu'il y aurait une ou deux questions auxquelles Ah oui, euh, l'accès. pourrait J'y vais sur en- l'accès, peut-être, Hélène, si tu permets. C'est une des questions que je vois. Pardon? Le programme Mes choix est-il accessible et comment y accéder, hein? C'est Oui. une des questions dans le partage. Est-ce que j'y vais avec ça? Oui. Oui, Parfait. oui, tu peux. Donc, le programme Mes choix, désolé, j'aurais dû mettre ça dans la présentation, est un programme accessible dans chacun des pays là, nommés France, Belgique et Suisse via les organisations qui les chapeautent. Donc, il faut faire une formation de 2 jours comme clinicien Mes choix. C'est assez simple comme formation. C'est fort intéressant, là. Ça permet de faire une bonne mise à jour.
Donc, ces formations-là sont données régulièrement par le GREA, par la Fédération Addiction, de même que par la FEDITO. Il y a souvent des partages, même il y a des intervenants au Luxembourg qui ont suivi tout simplement la formation avec les équipes suisses ou françaises, j'oublie. Chez les Belges, les Belges vont souvent participer aux formations en France, tout simplement. Donc, mais il faut aller chercher l'accréditation. Ce n'est pas un programme disponible sur le web. Vous ne pouvez pas l'acheter en librairie ni l'acheter sur le web. Il faut d'abord aller chercher l'accréditation, tout simplement, mais c'est un processus très, très simple. Est-ce qu'un polyconsommateur pourrait multiplier les programmes? Une des questions. Donc, la version toute substance, hein, vous avez vu plutôt, il y avait des versions là, différentes. La version toute substance, c'est la version à utiliser dès que la personne souhaite réduire plus d'une substance, tout simplement. Donc, dans la version toute substance, c'est le même guide, mais il y a de l'information sur l'ensemble des substances. On a fait plusieurs. Au fond, on pourrait toujours travailler avec la version toute substance. Toutefois, il y a des personnes qui ne souhaitent pas, qui ne s'identifient pas. S'ils voient le mot cocaïne ou opioïde dans le guide, ils vont décrocher, là. Ils vont avoir l'impression que ça ne leur convient pas. Donc, il y a un guide d'alcool, il y a un guide cannabis quand c'est uniquement l'une ou l'autre, puis il y a un guide toute substance quand il y a plus d'une substance. Hélène, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question un peu plus haut. Attendez, je vais le remonter. Quelles sont les différentes sources de plaisir qui peuvent faire mention d'une proposition pour réduire la consommation de l'alcool? Ben, écoutez, c'est une longue liste, c'est une annexe qu'il y a dans le guide, une longue liste de peut-être 80 propositions et c'est extrêmement varié de type prendre un bain, prendre une marche, aller au cinéma, aller faire une soirée avec des amis sans alcool, jouer avec les enfants, aller jouer dans la neige s'il y en a chez vous. C'est extrêmement varié, là. C'est issu d'un volume qui nous a beaucoup inspiré, donc très varié. Je pense qu'on arrive à 14h30. Euh, Est-ce que, Célestine, on passe à la deuxième conférence? Oui, on va passer à la deuxième conférence. Merci beaucoup, Merci. Joël. Je reste Et présent. S'il y a à la fin c'est d'autres ça. questions, je serai là. S'il y a des questions sur mes choix ou la conférence de Joël Tremblay, n'hésitez pas à poursuivre la discussion dans le chat. Et on va passer donc à la deuxième conférence. Quelqu'un a aussi noté dans le chat que c'était très rapide. Alors oui, on est sur une figuration un peu speed conférence. Donc c'est très court, c'est très intense. Et c'est pour ça que du coup, on va sauter sur la conférence du docteur Romain Gomet, qui est médecin à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et administrateur de la Fédération Addiction, avec la thématique de la réduction des risques en matière d'alcool. Docteur Romain Gomet, c'est à vous. Bonsoir à tous, bonjour pour les gens du Canada. Donc oui, moi, on a dit au début qu'on allait pas que le Dry January, on parle surtout des bénéfices. Moi, on m'a sollicité pour parler des risques. Mais rassurez-vous, je vais en parler en positif, qu'on va essayer de parler de réduire ces risques. Donc l'alcool, juste en quelques chiffres, alors ça va être des chiffres français, je suis désolé pour nos collègues qui sont du Luxembourg, de Suisse, de Belgique ou du Canada. L'alcool en France, bon, quasiment, on a une culture très portée sur l'alcool en France. Donc les gens qui ont expérimenté l'alcool en France, c'est quasiment la totalité de la population, et ceux souvent très jeunes, et pour 9 millions d'usagers réguliers et 5 millions d'usagers quotidiens, ce qui est des chiffres qui sont déjà assez importants. Pour autant, et ça c'est plutôt positif et c'est plutôt rassurant par rapport aux risques à moyen et à long terme, la consommation d'alcool moyenne en France, elle n'a eu de cesse de diminuer depuis les années 60, passant de 26 litres d'alcool pur à 10 litres d'alcool pur en 2020. Et si vous voyez, alors là pour le coup, ça fait de la peine aux viticulteurs en France, mais cette chute des consommations d'alcool elle est essentiellement due à la diminution de consommation de vin, tout simplement parce que les anciennes générations en France avaient cette culture de boire du vin à tous les repas que n'ont plus les jeunes générations. Les jeunes générations, si elles boivent plus du vin à tous les repas, si elles ont plus ce rapport à l'alcool, parce
qui est plutôt rassurant à long terme. Euh, Ils ont plutôt tendance à faire quelque chose qui vient des milieux anglo-saxons, qui est le binge drinking. Et ça a nettement augmenté en France dans les années 2010 et c'est à peu près stabilisé depuis 2016-2017. Les chiffres sont à peu près les mêmes désormais. Mais c'est vrai que c'est plus la tendance pour les jeunes générations, c'est de boire rapidement, de fortes quantités à la recherche d'effets et non pas à la recherche de plaisir gustatif ou d'œnologie. Donc voilà, ça c'est des chiffres, vous voyez, à 17 ans. Nous, on a une journée d'appel à la défense où les jeunes ont un questionnaire à remplir. Donc déjà, c'est des questions bon, qui y répondent à des militaires, hein. Donc on peut imaginer que certains ne répondent, minimisent un peu les choses. Mais il y a quand même un tiers des jeunes de 17 ans en France qui déclarent avoir eu une alcoolisation ponctuelle et importante, donc quasiment une ivresse, on va dire, par le mois dernier. Donc, ce que ça donne en termes de santé, en France toujours, vous dire que l'alcool, c'est un problème de santé publique en France, probablement ailleurs aussi. Parmi les déterminants de santé, tous déterminants confondus, c'est le cinquième déterminant. Alors ça, c'était en 2010, ça n'a pas beaucoup changé, même si j'ai pas, euh, j'ai pas la diapo plus récente. Donc, le grand ennemi en addictologie, c'est le tabac, qui est le pourvoyeur de plus de décès, 79 000 par an, c'est énorme pour la France. Mais l'alcool vient très vite après, avec 41 000 décès qui sont dus à l'alcool. En général, surtout des cancers, des maladies cardiaques, des maladies digestives comme la cirrhose du foie, par exemple. Et quand même 5 000, parce que j'ai ciblé un peu sur ces risques-là, 5 000 dans des accidents ou dans du suicide. Donc là, des risques qui sont plutôt des risques souvent d'ivresse et des risques à court terme. L'alcool, c'est un produit, bon, c'est pas le produit le plus addictogène. Malgré tout, 15% des usagers finissent par développer une addiction à cette substance s'ils la consomment un peu régulièrement. Donc même si ça n'a rien à voir avec le tabac ou l'héroïne, c'est quand même un produit qui est quand même très addictogène. Et vu qu'en France, on ne fait pas attention et qu'on n'est pas informé sur ces problématiques-là euh, insuffisamment, bah, du coup, beaucoup de gens risquent de tomber dans l'alcool et de pas vraiment voir la barrière entre être ce qu'on appelle un bon vivant et être dans une dépendance. C'est une problématique qui est très associée aux pathologies psychiatriques, le pathologie duel. On n'est pas à la recherche de l'œuf et de la poule qui étaient là en premier. On est dans l'idée que souvent des pathologies qui vont qui sont prises en charge en parallèle, qui sont insuffisamment bien prises en parallèle d'ailleurs, parce que souvent on fait le clivage entre les deux. Mais vous voyez par exemple quelqu'un qui a un trouble de personnalité identifié, on est sur quasiment 40% de personnes avec des troubles liés à l'usage d'alcool, ce qui est nettement plus qu'en population générale. Et vu que je ne veux pas vous parler que de santé, j'oublie pas que dans les risques, il y a aussi le risque social. Et cette spirale sociale autour de l'alcool qui fait qu'on va avoir des conséquences relationnelles, comme dans toute addiction, hein, avec un isolement, des conséquences professionnelles qui vont jouer les l'un sur l'autre, et des fois des conséquences judiciaires. Et là, du coup, c'est une spirale négative qui s'enchaîne. Pour vous parler rapidement de santé, là, je vais faire très vite parce que je vois le temps qui défile déjà. Pour vous parler de santé à long terme, à plus ou moins long terme, je pense que je vais passer vite parce que tout le monde connaît un petit peu l'impact de l'alcool en termes de santé. Ça va des troubles cognitifs. Pour le coup, on parle de réduction des risques. Si on arrête de consommer, ils sont souvent récupérables en 6 mois, donc c'est plutôt pas mal. Des troubles anxieux et de la dépression, là, qui peuvent être récupérables. Le dry January en est la preuve. En quelques semaines, souvent au bout de 2, 3 semaines, les chiffres sont en dessous de ce qu'ils étaient avec alcool, et ce, sans parler juste du fait que la situation sociale souvent s'améliore quand on ne boit pas d'alcool. Les problèmes cardiaques. Alors là, il y a des fausses croyances en France sur les 2 verres de vin qui sont bons pour la santé. Non, oui, enfin, oui, ça protège un peu des accidents ischémiques, mais globalement, ça a tellement d'impact négatif sur le rythme, sur l'hypertension, sur les AVC hémorragiques, qu'on ne peut pas dire que l'alcool protège de quoi que ce soit. Le foie, donc la cirrhose, ça c'est une tonne de personnes, le pancréas, les cancers, quelques cancers, les neuropathies, etc. Du coup, on a des recours en France, c'est pas les mêmes recours qu'ailleurs, mais on a eu un avis d'expert relatif à la morbimortalité qui était due à l'alcool en 2017. Suite à ça, sont sortis des recos où il y a une publicité
sûrement insuffisante de Santé publique France, qui montre qu'il ne faudrait pas consommer, idéalement pour être à faible risque, il faudrait consommer moins de 10 verres standards par semaine. Les verres standards, c'est-à-dire que pour les alcools forts, c'est 3 centilitres, pas plus de 2 verres standards par semaine, euh, par, par jour, excusez-moi, il y a une erreur sur la diapo. 2 verres standards par jour, je ne suis pas sûr que tout le monde, même ici, le respectera pour Noël ou pour le jour de l'an. Et des jours d'abstinence dans tout ça. Et si on regarde un peu ces recos, si on regarde un peu l'étude dont sortent ces recos, en fait, si on veut vraiment être à faible risque, c'est-à-dire moins d'une chance sur 1000 d'avoir des complications, on aurait dû être à moins d'un verre et encore moins si on était une femme ou si on est mince. Mais je pense que Santé publique France, pour ne pas compliquer les choses et pour proposer en France, qui est une terre donc d'alcool, quelque chose de raisonnable pour que les gens puissent le suivre et passer entre une chance sur 100 et une chance sur 1000. Mais déjà, là, on est au-dessus de ce qui est vraiment un faible risque. Les risques à long terme, c'est une chose. Il y a les risques à court terme. Je vous ai dit, ça, c'est plutôt en train d'augmenter avec les moyens, les modes de consommation actuels. Et du coup, bah, ça, hein, c'est assez intuitif, hein. C'est les pertes de contrôle avec les conduites à risque, les agressions et les viols. Les accidents mortels, c'est quasiment un tiers des accidents mortels qui sont liés à l'alcool, quasiment un tiers des agressions et des viols qui sont liés à l'alcool en France. Un risque de suicide qui est multiplié par 7 à 10. Voilà, des accidents du travail, des accidents domestiques graves aussi. Donc, accidents du travail, même si on consomme de moins en moins au travail. Puis les risques de coma éthylique. Et malgré tout ça, la grosse problématique avec l'alcool, c'est que moins de 5% bénéficient, des Français qui ont un trouble avec l'alcool, bénéficient d'une prise en charge. Ce qui fait que souvent, ils ont 10 à 20 ans de retard pour débuter cette prise en charge. Ce qui est catastrophique parce qu'en fait, ils entrent dans la prise en charge que quand il y a des conséquences assez importantes euh, qui ont malheureusement déjà bien évolué. Et c'est peut-être des fois ce qui les pousse à rentrer dans dans le soin ou ce qui pousse leur médecin à se pencher sur la question de l'alcool. Moi, voilà, c'est des hypothèses. Je pense qu'il y a une dénégation ou un déni des troubles en France, qui est classique hein, dans les addictions. Le déni, c'est quelque chose d'assez classique. Je pense qu'en France, il est particulièrement entretenu pour l'alcool par le poids de la culture française. On se rappelle, qu'on est des producteurs parmi les plus importants, qu'on est parmi les consommateurs, alors un peu moins importants pour le coup, mais on est très fiers de nos vignobles. C'est des choses qui sont protégées, notre champagne, le repas à la française, l'accord mets-vin, des choses qui sont protégées et qui font un peu la fierté de la France. Et du coup, bah, ça, forcément, en termes de conditionnement, c'est pas terrible. L'ambivalence gouvernementale, je vais pas en parler trop longtemps, mais c'est vrai que le fait que les mesures que le Dry January, par exemple, ne soient pas soutenues, ou que la loi Evin qui interdisait la publicité pour l'alcool ait été assouplie, c'est des assez mauvais messages, je pense, des messages qui rendent le discours assez ambivalent. Puis la stigmatisation. Quand on est dépendant, bah, on n'a pas envie de porter cette étiquette parce qu'en France encore, on a beaucoup d'idées préconçues. Un monsieur qui boit de l'alcool, c'est le mari est violent. Une femme qui boit de l'alcool, c'est la mauvaise mère. On a plein de schémas comme ça, de stigma qui renforcent la stigmatisation et qui fait que bah, personne n'a envie de porter cette étiquette. La stigmatisation des soins aussi. On est vraiment des fois, pour certains patients, dans l'idée que être hospitalisé, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, alors qu'on n'est pas du tout, pour ceux qui connaissent la référence. Alors le soin a beaucoup changé en France. Je pense qu'il est important d'investir plus de moyens pour l'information et la prévention. Ça, c'est, je pense, une évidence. Il faut renforcer la formation des professionnels de santé, parce que comment repérer et intervenir si les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés. Moi, je donne des cours à la fac de médecine. Je donne 3 heures sur l'ensemble du cursus médical. C'est extrêmement faible. On ne peut que survoler la problématique, alors qu'il y a des heures et des heures en gynéco, pédiatrie, ou il y a sûrement plus d'heures même sur le lupus que sur l'addiction en tout. Alors que, bon, en termes de fréquence, ça n'a rien à voir. Renforcer les solutions d'aval, parce que les médecins généralistes, dont j'ai fait partie, il fut un temps, euh, ont peut-être du mal aussi à rentrer dans le dépistage et dans l'intervention s'ils ont l'impression que les solutions d'aval ne sont pas suffisantes. Et l'important de prendre en charge de manière intégrée les comorbidités psy, les comorbidités somatiques, les difficultés sociales qui vont avec. Sinon, bah, si on ne s'attaque qu'à une partie de l'iceberg, on, on coule quand même. Voilà. Alors là, je vois le temps qui passe. Je vais aller très vite sur ces recours. C'est des recours récents de la Haute Autorité de Santé française. Tout va bien, Bon, tout moi, va bien. comment? Tout va bien? Oui, oui. Super.
j'ai sorti quelques phrases, quelques petites phrases qui m'intéressaient dans cette reco. Elle est critiquable, hein, cette recommandation, mais n'empêche qu'en termes de stigmatisation, voilà, il recommande aux médecins d'aborder l'alcool comme tout autre sujet de santé, sans gêne, avec bienveillance, sans jugement, et de faire un repérage si possible universel, se centrer sur la personne, sa situation, ses besoins, ses ressources internes, donc se décentrer des quantités et des fréquences de consommation pures, euh, de questionner les effets recherchés, parce que si on pense qu'aux conséquences de santé, bah, on passe à côté de quelque chose qui peut être très important pour les patients, c'est qu'ils recherchent des effets. On consomme pas pour rien. Au bout d'un moment, on consomme parce qu'on est addict, mais on n'est jamais rentré dans le produit. On est toujours rentré dans le produit parce qu'on recherchait des effets et qu'il y a toujours, quand on regarde un peu l'ambivalence qu'ont les patients, il y a toujours des choses qui sont obligés de laisser sur le chemin. Il y a toujours un deuil à faire du produit et de certains de ses effets. Les fonctions, les besoins spécifiques, questionner les pratiques de consommation, parce que bah, sinon on ne peut pas s'adapter au patient si on ne connaît pas le contexte de consommation, comment il organise ça, les manières qu'il a de consommer. Informer de manière personnalisée, toujours. Respecter les choix et la temporalité de la personne, ça je pense que c'est très important et c'est bien que ce soit dans cette recommandation. Parce que bah, sinon, si on va heurter les défenses de la personne, et ça ne sert à rien. De toute façon, la coercition, elle a été testée, il fut un temps, dans des études, et les groupes où on ne respectait pas le choix de la personne, on lui imposait l'abstinence, ou au contraire, on lui imposait une diminution alors qu'il croyait en l'abstinence, ces groupes-là ne fonctionnaient pas du tout. Quelqu'un qui veut plutôt diminuer sa consommation, il faut aller dans ce sens-là, même si on pense que l'abstinence, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, parce que sinon, si on le force à faire de l'abstinence, on va mobiliser sa motivation extrinsèque, mais oui, extrinsèque, mais pas sa motivation intrinsèque. À un moment ou un autre, il va retomber dans la consommation et il ne sera pas préparé à consommer de manière modérée. Ne pas être trop exigeant avec soi-même, se rappeler que toute action peut être utile et co-évaluer et co-définir l'accompagnement adapté, faire du patient ou de l'usager l'acteur principal de ses soins et voilà. Vous parlez rapidement des objectifs de soins. Il y a la sacro-sainte abstinence totale et définitive qui a été énormément portée, qui l'est encore un petit peu par les alcooliques anonymes, mais aux États-Unis depuis le début du siècle dernier. Euh, c'est évident que c'est la plus protectrice en termes de santé, aussi bien pour les usagers euh, qui n'auraient pas de dépendance que les patients dépendants, où là, pour le coup, c'est sûrement plus simple, sûrement plus protecteur de ne pas consommer, euh, de ne pas avoir, de s'exposer le moins possible aux produits. Mais dans les recommandations HAS de 2022, justement, ils mettent que la sortie d'un usage d'alcool à risque ne peut se réduire au seul objectif d'abstinence parce que souvent, il peut être trop souvent source de souffrance, d'échec et de renoncement. Je voudrais revenir un peu sur la souffrance. C'est vrai que en France, c'est très stigmatisant d'être abstinent. C'est bête à dire. C'est très stigmatisant d'être addict. C'est très stigmatisant d'être abstinent. Alors peut-être parce qu'on considère qu'un abstinent, c'est un addict qui se soigne, mais je pense que c'est vraiment dû à la culture, cette importance de trinquer avec de l'alcool, c'est important, comme si c'était le calumet de la paix par excellence. Euh, enfin voilà, beaucoup, beaucoup de conditionnement. Moi, je peux vous en parler parce que moi, je ne consomme pas d'alcool et quand je vais dans un bar, on me dit souvent qu'un mocktail, c'est pas drôle, j'ai passé une mauvaise soirée. Enfin, il y a beaucoup de stéréotypes autour de ça. Donc, tout le monde ne vit pas une abstinence heureuse. C'est peut-être plus protecteur, mais souvent, quand on regarde les échelles de qualité de vie, c'est moins satisfaisant qu'une consommation contrôlée. Une consommation contrôlée. Je vais vous parler de la consommation contrôlée. Ça, alors là, c'est plutôt pour les patients qui sont du coup dépendants, parce que l'idée, c'est de retrouver le contrôle. Le patient qui aurait une dépendance, il peut conserver la liberté de renoncer, comme de consommer dans certaines situations prédéfinies. C'est pas y aller la fleur au fusil, c'est vraiment se fixer des règles, des objectifs et essayer de s'y tenir. Et puis petit à petit, à force d'habitude, les ancrer. Euh, bon, c'est souvent ce qui est choisi en priorité par les gens qui rentrent dans les soins. Moi, globalement, dans ma file active, 2 tiers à 3 quarts des patients que je vois pour la première fois ne sont pas prêts à faire le deuil de l'alcool et sont plutôt dans l'idée d'une consommation contrôlée pour boire comme tout le monde, comme ils disent, même si la question de la norme, c'est pas vraiment intéressant. Euh, et
Bon, malheureusement, par contre, c'est la moitié de ces patients-là qui partent là, dans cet objectif-là finiront par aller sur l'abstinence. Mais c'est un cheminement qui est intéressant. Parce que si on part sur une idée de consommation contrôlée et qu'on échoue, ça va renforcer derrière notre objectif d'abstinence. Donc, c'est des abstinents convaincus qu'on obtient après des échecs en consommation contrôlée. Donc, de toute façon, l'inverse ne serait pas pertinent si on forçait les gens qui veulent continuer à consommer à être abstinents. Ils finiraient par chuter et là, pour le coup, ça renforcerait rien du tout, on repartirait juste à zéro. Donc, du coup, moi, j'ai bien écouté le programme du professeur Tremblay. Euh, bon, du coup, moi, j'ai quelque chose de plus perso, je me fais un peu de l'auto-promo. J'ai écrit un livre qui sort d'un programme qu'on a monté avec des TCCistes français, donc qui font de la thérapie cognitivo-comportementale. Ça s'appelle Je maîtrise ma consommation d'alcool aux éditions Ellipse. Bon, je vous sors comme ça quelques tricks, on va dire. Alors, j'ai pas mis dedans le fait d'aller jouer dans la neige parce qu'en France, ça serait assez limitant comme activité, comme alternative en termes d'activité. Agir sur le cognitif, aux heures habituelles de consommation, avant une occasion, s'auto-encourager, utiliser la balance décisionnelle, des choses qui sont souvent faites, éviter certaines tentations. Alors ça, là, on est sur de la consommation contrôlée, on n'est pas sur la réduction des risques. Donc, on peut aller sur quelque chose qui est un peu plus contraignant quand même pour les patients. Donc, comme éviter d'avoir des réserves d'alcool, ne pas conserver l'alcool à proximité, les personnes ressources, se servir soi-même, ne pas finir un verre, avoir une somme d'argent limitée, ce qui marche pour beaucoup d'addictions. Limiter la montée de l'alcoolémie pour ne pas perdre le contrôle. L'alcoolémie, je vous rappelle que ça augmente très vite si on est à jeun, donc déjà ne pas boire à jeun. Et ça, je pense qu'on peut s'en servir aussi en réduction de risque. Étancher sa soif avant, parce que c'est des désirs qui peuvent être assez proches. Et on peut se tromper, en fait, et boire de l'alcool alors qu'on a plutôt envie d'étancher sa soif, de s'hydrater. Et vu que l'alcool déshydrate, c'est le cercle vicieux. Éviter autant que possible les alcools forts ou les diluer, en tout cas, faire en sorte qu'on ne boira pas trop vite, ou sinon boire en tout cas très lentement pour faire durer le plaisir. Reposer le verre entre des gorgées, limiter le temps de consommation, minuter les consommations, boire lentement, utiliser les petits contenants, ou plutôt les petits verres. Ça, c'est pareil que ça sort un peu de ce qu'on fait dans l'obésité, plutôt manger dans des petites assiettes. C'est pour le cerveau, c'est plus satisfaisant d'avoir une petite quantité dans une petite assiette, donc d'avoir une petite quantité d'alcool dans un petit verre. Commander plutôt en petite quantité, faites durer le plaisir en buvant lentement. Je l'ai mis 2 fois. Je vous rappelle quelque chose d'important On va bientôt sur la question. conclure. Ah, j'ai plus qu'une diapo. Super. Sur le temps, sur la question du temps, je vous rappelle que un verre d'alcool, un verre standard d'alcool, ça augmente la concentration sanguine de 0,2 à 0,25 grammes par litre par verre, et que l'élimination n'est que de 0,15 grammes par litre par heure. Donc, c'est-à-dire qu'en 1 heure, on élimine moins d'un verre, quasiment un demi-verre, notamment si on est à nouveau une femme avec des enzymes hépatiques qui sont moins performantes. Je voulais quand même vous parler de la réduction des risques parce que c'est le dernier objectif dont je voulais parler. Quand les patients ne sont pas prêts à viser l'abstinence ou diminuer leur consommation pour protéger leur santé, on peut au moins les protéger leur santé à moyen terme ou à long terme. On peut au moins les protéger à court terme. La réduction des risques, et du coup, je vous ai mis une définition, c'est les patients qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas cesser de consommer. Donc là, on place vraiment la parole de l'usager au centre, avec un travail qui vise plutôt l'amélioration de la vie quotidienne que la transformation du produit, que les modifications par rapport au produit. On va beaucoup s'appuyer sur les conséquences de l'état modifié, en positif, en négatif, sur les manières de boire, sur la qualité de ce qui est bu, les contextes de consommation, la perception de l'usage par le consommateur, son entourage. Je vous mets quelques exemples comme ça en vrac. Donc, il y a des stratégies, je vous dis, de consommation contrôlée qu'on peut utiliser. Trancher sa soif, ne pas boire à jeun, choisir des boissons moins alcoolisées si c'est satisfaisant. Parce qu'on est dans une réduction de risque. On n'est pas là pour, euh, rendre la consommation insatisfaisante. Des choix individuels qui va être de s'exposer différemment, peut-être uniquement dans des lieux avec la possibilité de rester, de pouvoir dormir ou de pouvoir rentrer en sécurité proche de chez soi, être accompagné peut-être de personnes ressources qui vont pouvoir nous gérer si ça va pas. Et puis il y a des dispositifs dans les débits de boissons et le contexte festif, j'en oublie sûrement plein, mais avoir des tests gratuits, ça serait vraiment bien dans les bars, dans les festivals, ça il y a souvent. Ça serait bien aussi que les personnes individuellement aient accès à des tests gratuits, à mon sens. Le prix réduit pour les SAM, les places pour les SAM, ce qui motive des gens à ne pas consommer et à ramener leurs copains. Les transports collectifs en nombre suffisant, qu'on sort notamment d'un festival. La présence de boissons sans alcool qui serait moins onéreuse, parce que malheureusement, souvent, les boissons sans alcool sont plus onéreuses, par exemple, que les bières de mauvaise qualité. Et du coup, bah, la question financière joue.
la présence d'une salle de repos idéalement avec des soignants. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, voilà, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Et désolé pour le temps. Il y en a une qui, il y a des commentaires sur oui, l'alcool c'est difficile en France, la formation devrait être poussée pour le personnel de santé, mais aussi pour les enseignants. Et il y a cette question qui concerne l'infertilité. Le Oui. risque d'infertilité relatif à la consommation abusive de l'alcool est-il beaucoup plus présent chez l'homme ou la femme? Ouh là là, une question dont je n'ai pas la réponse et j'en suis bien désolé. Non, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, en termes de sexualité, mais ça ne va pas répondre à la question. Ça va diminuer l'éjacu- l'éjaculation, ça va au moins la retarder, mais des fois l'annihiler. Donc là, pour l'homme, ça règle le problème. Ou ça va donner des difficultés d'érection. Donc là, c'est pareil, ça règle un peu le problème. Chez la femme, à ma connaissance, c'est surtout des histoires de coïts qui sont moins fréquents, alors qui sont peut-être du coup moins importants par rapport à l'infertilité, mais ça ne veut pas dire que c'est dû à l'homme. Ça, j'avoue que je ne saurais pas vous Hmm. répondre à cette question. Alors, continuez à poser des questions dans le chat et on va poursuivre. Et si on trouve la réponse, on va vous la donner. On s'en suit alors sur la prochaine conférence qui est sur l'approche socio-sanitaire en particulier auprès des jeunes avec Elena. Non, c'est avec moi. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, Axa Bamberger, hein, c'est la prochaine intervenante sur l'approche socio-sanitaire, en particulier auprès des jeunes. Et on vous passe la parole. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est Ça tout va? bon. Ok. Alors, guten Abend, bonsoir et guten Abend du CNAPA, le Centre national de prévention des addictions au Luxembourg. Je m'appelle Aka Bamberger, je travaille comme consultante en prévention des addictions et promotion de la santé et j'ai le plaisir de vous présenter pendant les 10 prochaines minutes quelques aspects de notre travail dans la prévention de l'alcool. 10 minutes, c'est très sportif. Je suis professeur de formation et les professeurs ne sont pas vraiment connus pour être bref, mais bon, challenge accepted. Donc, en plus de la particularité des 3 langues officielles du pays, luxembourgeois, français et allemand, dans lesquelles je vous ai dit bonjour, le Luxembourg a également des particularités en ce qui concerne l'alcool que j'aimerais vous expliquer vite fait. Le Luxembourg génère d'importantes recettes fiscales grâce au tourisme à la pompe. Cela caractérise des rues entières où les stations-service sont alignées les unes après les autres. Les personnes qui traversent la frontière pour faire le plein à un prix attractif achètent souvent aussi du café, des cigarettes et de l'alcool, car ces produits sont relativement bon marché. Le Luxembourg réalise ainsi d'importantes recettes fiscales, mais exporte les coûts de santé. Les stations-service permettent d'acheter ces produits 24 heures sur 24. Au Luxembourg, l'alcool, y compris les boissons spiritueuses, sont autorisés à être vendus ou servis aux jeunes à partir de 16 ans. Notre prévention de l'alcool s'appuie sur 2 piliers, la prévention structurelle et la prévention comportementale. Donc, l'ancrage structurel et notre prévention, le PALMA, c'est le plan d'action luxembourgeois de réduction du mésusage de l'alcool. Ouf. Et il a comme un des objectifs importants de faire monter l'âge légal de vente des boissons spiritueuses de 16 à 18 ans.
Pour pouvoir entrer en dialogue avec les jeunes sur le sujet de l'alcool, il faut surtout systématiquement créer des lieux et des moments qui en créent la base. Nous le faisons par exemple par des modules scolaires que nous avons réalisés cette année à la demande du ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse, le MENJE, et en intégrant la prévention des addictions dans le programme scolaire. Un guide de prévention, un outil de détection précoce de la consommation à risque, est en cours d'être finalisé. Celui-ci sera obligatoire pour les 60 maisons de jeunes du pays et aidera les éducateurs à adopter une approche structurée en cas de consommation des substances. Et ce que j'ai oublié sur ma présentation, c'est qu'on a déjà un guide de prévention pour le contexte scolaire pour les écoles. Excusez-moi, Aka. Oui. Est-ce que c'est possible de mettre le diaporama? Parce que là, on voit tout l'écran. Ce sera Ah plus bon? simple. Oui, il faudrait cliquer tout en bas à droite sur votre slide, votre présentateur, tout en bas. Tout en bas à droite. Sinon, tant pis, mais... Sur la petite icône à côté du curseur pour zoomer sur la DIA. Donc en bas à droite dans votre PowerPoint. Ah, c'est bon? Là, juste à gauche de là où vous étiez. Voilà. À droite, encore à droite. Voilà. Parfait. C'est bien? Vous pouvez cliquer dessus. Cliquer sur ce. Oui, j'ai cliqué dessus. Tacite, madame. Ah, il n'a pas l'air de vouloir se mettre en mode diaporama. Hmm? Je propose que nous continuions. Alors malheureusement, on n'arrangera pas les choses, mais merci d'avoir essayé. Une seconde. Så är det visket. Kaka. Ich schaue das nochmal. Hm? C'est mieux là? Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Aka. Parfait. Merci. Ok. Hop, hop. Jetzt geht's bei mir hier nicht mehr. Ouais, non. Ça va Aka, pas. vous C'est avez un ça. problème? Oui. Sinon, on revient à l'ancienne formule. Les participants recevront aussi le PPT, donc ils pourront aussi le regarder Parce de que là, je façon plus peux près. pas Non. continuer. Rien ne fonctionne Ça ne plus là. marche? Non, j'ai mis le son. Super. Tant pis, alors Non, on non, revient à l'ancien immédiatement, système. Ich kann gar nicht mehr weiterklicken. Là, rien ne va plus. Tant pis. On a voulu améliorer. Bon, eh ben, on revient comme avant. Si vous pouvez revenir sur l'ancienne façon de faire.
Voilà. Voilà. On reste comme ça. Comme on dit, c'est les aléas du direct, hein. Hmm? Eh oui, excellent. Allons-y comme ça. Ah, ouais. Ok, désolé. La technique, mais bon. Ok, alors, hop. Comment entrer en dialogue avec les jeunes alors? Je vous présente maintenant une méthode du module scolaire. Les termes plaisir, risque et dépendance sont posés par terre. Ensuite, les jeunes reçoivent des cartes qui décrivent des situations, les récitent à haute voix, les classent dans une catégorie et expliquent pourquoi. Les discussions commencent automatiquement puisque beaucoup d'informations manquent sur les cartes. En posant des questions critiques, on se rapproche ensemble des définitions plaisir, risque et dépendance. Là, par exemple, on a Lily, 18 ans, et impatiente de faire la fête ce week-end avec ses amis. Elle veut fêter près du lac. Ensemble, ils ont acheté beaucoup d'alcool. Là, on peut en discuter. Peut-être ils vont dire oui, mais ça va, c'est le week-end. Mais là, on peut dire, et ils boivent combien? Ah, beaucoup d'alcool. Et ils sont où? Près d'un lac? Est-ce que c'est peut-être un risque de boire de l'alcool près du lac? Et est-ce qu'ils font ça souvent ou pas? Est-ce que c'est toujours du plaisir quand ils boivent vraiment beaucoup d'alcool ou est-ce que ça devient un risque? Là, il y a beaucoup de questions qu'on peut poser pour discuter de ces termes. Donc, ça, c'est du module scolaire, ça aussi. OK. Cette méthode est un excellent moyen d'entamer une discussion sur les modes et les motifs de consommation. Les jeunes ne sont pas obligés de révéler des informations personnelles. Voilà. Les situations décrites sur les petites cartes que vous voyez ici peuvent être adaptées de manière flexible en fonction de l'âge et du contexte. Il est important de pouvoir mettre à disposition du matériel d'information concernant l'alcool qui soit attractif pour les jeunes sur le plan visuel comme sur le plan du contenu. Les dépliants montrés ici, ou le dépliant montré ici, fait également partie du module scolaire. Désolé que c'est encore en allemand. Ça va être traduit par le ministère de l'Éducation. Une autre possibilité pour entrer en discussion et qui plaît beaucoup aux jeunes sont les lunettes de simulation alcoolémie. Au Luxembourg, nous les utilisons par exemple dans le cadre du programme de prévention de l'alcool Tom et Lisa, avec des lunettes qui simulent les effets visuels de la consommation d'alcool. Les jeunes doivent, par exemple, parcourir un parcours, essayer d'écrire un message sur WhatsApp. Je dis exprès essayer puisque ça ne fonctionne pas bien, ou même de jouer au foot et de marquer un but. La réflexion en groupe qui suit offre de nombreuses possibilités de sensibilisation au risque de l'alcool et aux possibilités de les réduire. Et si on va sur Google, on trouve des endroits où on peut les acheter sur Internet. Donc, quelle autre possibilité existe-t-il au Luxembourg pour parler avec les jeunes de leurs habitudes de consommation? Par exemple, l'application Suchtberatung online. On peut proposer aux jeunes de remplir un journal de bord de leur consommation et de le regarder avec eux après un certain temps. Et voilà à quoi pourrait ressembler un journal de bord d'une semaine. Ensuite, on peut, par exemple, leur proposer de faire une pause de consommation si c'est nécessaire, par exemple dans le cadre du Dry January. Les jeunes ont dans cette application également la possibilité d'envoyer de manière anonyme leur journal et un autotest sur leur consommation à un expert en addiction. Celui-ci les contactera dans les 48 heures suivantes
les informera, leur donnera des conseils et les orientera, si nécessaire, vers des services d'aide. Merci, vielmals merci et Dankeschön. C'est tout pour le Luxembourg. Merci Aka Bamberger sur l'approche auprès des jeunes. Intéressant aussi le programme. C'est vrai que la prévention commence déjà pour les plus petits. S'il y a des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et puis, nous, on va continuer avec l'entreprise. C'était aussi une question qui était dans le chat tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait en entreprise? Eh bien, je donne la parole à Vanessa Redzepi, qui est responsable du secteur social Croix-Bleue Romande en Suisse. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je vais vous parler, je suis responsable des prestations à la Croix-Bleue Romande et des équipes. Et vu la thématique de ce soir, on va un petit peu entrer dans le monde de l'alcool en milieu professionnel. Alors, le lien avec le DRAI est aussi assez évident parce qu'on essaie de plus en plus d'élargir les personnes qui peuvent commencer à se poser des questions par rapport à l'alcool. Et on s'imagine que parmi ces personnes ou ces nouvelles personnes, il y aura des salariés qui nous concernent en grande partie et des chefs d'entreprise ou des patrons ou des directeurs d'établissement qui peuvent aussi par moments se poser des questions sur est-ce qu'il y a un problème avec mon salarié et sa consommation. Donc, moi, été invitée pour vous parler un peu de ça ce soir parce qu'à la Croix-Bleue Romande, on reçoit régulièrement des appels de toutes ces personnes, c'est-à-dire des chefs d'entreprise, des responsables, mais aussi des salariés ou des proches qui se posent cette question-là en dehors de la partie privée à la maison, mais aussi quelles conséquences ça a au travail ou si ça a parfois aussi démarré au travail. Donc, le focus sur cette problématique du travail, bah, évidemment, on s'intéresse à toutes les sphères de la personne, donc on passe beaucoup de temps dans le milieu professionnel. Et donc, je voulais essayer de vous présenter rapidement quelques points qui nous préoccupent. Par rapport aussi aux responsabilités des patrons, puisque c'est la deuxième partie du thème de ce soir, on est marqué c'était nommé du comment favoriser une consommation contrôlée. Nous, on rajoute aussi, bien entendu, derrière, et ça a été dit par mes prédécesseurs, la notion de prévention et détection et de l'accompagnement si nécessaire. Donc, on voit aussi cette graduation qui peut être faite. Donc, à partir de là, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà sur pourquoi intervenir, quel est l'intérêt de s'occuper de cette thématique, combien de personnes ça peut concerner, quel est le problème exactement, que dit la loi, puisqu'on parle de responsabilité. Et que se passe-t-il dans l'entreprise quand le problème surgit, entreprise ou milieu professionnel? Et finalement, que faisons-nous ou que pouvons-nous faire, nous, soit professionnels qui accompagnons ces personnes, soit chefs d'entreprise ou responsables d'équipe ou de salariés, ou nous comme employés ou collègues de ces employés qui commencent à présenter des problèmes. Donc, c'est un petit peu le défi que je vais essayer de relever ce soir très rapidement pour tenir le timing sur ces différentes questions et points. Donc, sur le premier, par rapport à pourquoi intervenir, quel est l'intérêt d'aller s'interroger et comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu professionnel, dans l'emploi de la personne. Alors, bien sûr, on l'a dit et redit, hein, la prévention et la détection sont importantes pour toutes les personnes qui, justement, sont à risque, qui ne sont pas encore installées dans la maladie de la dépendance. Toutes ces personnes-là, effectivement, le milieu du travail permet de les détecter également.
Nous, on s'aperçoit aussi, et souvent les personnes qu'on a aussi ont perdu leur emploi quand elles sont, voilà, la dépendance s'est installée, quand ce risque-là s'est installé et que la maladie est là, c'est effectivement très très difficile de retourner à l'emploi. Il faut beaucoup d'énergie et de travail pour arriver à retrouver une place ou à se réinsérer. Et là, avec le développement de ces prestations au milieu professionnel, on a l'occasion de travailler sur un levier formidable qui est justement très motivant pour des personnes qui commencent à être à risque ou qui commencent à avoir des problèmes et de pouvoir les accompagner face à ce problème. Donc, la motivation autour de garder son emploi et être reconnu par son employeur avec tous les efforts qu'on fait d'accepter l'aide pour ça est un levier qui nous semble vraiment très important à ne pas oublier dans ce qu'on essaie de mettre en place pour les personnes ayant une problématique d'alcool. Ensuite, donc, je disais un petit peu le combien, donc très rapidement, vu qu'on n'a pas, c'est pas la thématique principale, mais c'est vrai qu'on peut se baser, vu un peu le profil de ce soir, plutôt sur des rapports de l'OMS. Donc, en 2012, il y a eu un rapport qui est sorti spécifiquement sur ça, qui s'appelle Alcohol and the Workplace. Et on a quelques chiffres, donc je vais juste vous en donner quelques-uns. Bien sûr, c'est pas complet et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir ce rapport où quand même ça a été mesuré qu'effectivement l'absentéisme au travail de courte durée et sans autorisation, c'est-à-dire vraiment ce qui peut être problématique comme on s'est interpellé, est 4 à 8 fois plus élevé chez des personnes ayant une consommation problématique d'alcool. Ensuite, on a pu aussi mesurer que 15 à 25% des accidents de travail seraient dus à l'alcool ou à d'autres substances psychoactives. Donc, on voit qu'effectivement, ce n'est pas rien, ça représente quand même un assez gros pourcentage avec tout ce que ça veut dire derrière. Le Bureau international du travail estime ainsi globalement que 3 à 5% des personnes ayant un travail sont dépendantes à l'alcool ou à risque. Donc, voilà, ça représente aussi pas seulement de personnes, on peut imaginer que c'est beaucoup plus, vu qu'on sait que souvent les chiffres ne relèvent pas complètement de la réalité, c'est que le sommet de l'iceberg. Juste quelques mots sur la Suisse. Donc, par rapport à combien de personnes pourraient être concernées, un rapport de l'Office fédéral de la santé publique chez nous, daté de 2011, parle environ de 70 000 personnes, c'est-à-dire environ 2% de la part des salariés qui peuvent présenter une consommation problématique d'alcool. Donc pas encore complètement installés dans les risques les plus importants, mais qui commencent à avoir des problèmes. Ça génère aussi des coûts très importants. Donc pour toujours la Suisse, ils estiment à 1 milliard de francs pour les employeurs chaque année, liés à cette baisse de productivité, ces absences et bien malheureusement les accidents aussi liés à ces consommations. Bonne nouvelle dans l'autre sens, c'est que il y a aussi chaque année une plus grande préoccupation des entreprises. Addiction Suisse en 2009, et qui s'intéresse beaucoup aussi à cette question chez nous, a élaboré cette enquête qui montre que les entreprises s'équipent de plus en plus avec des règlements et des prescriptions internes spécifiquement sur l'alcool au travail. Donc, ils incorporent de plus en plus ça dans leur réglementation. Alors, ensuite, l'autre question, c'était sur finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces consommations en milieu professionnel? Finalement, qu'est-ce qu'on peut rechercher comme fonction de l'usage de l'alcool en milieu professionnel? Alors, on retrouve bien entendu les mêmes fonctions que par rapport à la consommation d'alcool générale, hein. On peut faire bien sûr tous les recoupements, on s'y retrouve. Mais là, il y a eu, je me suis intéressée à une typologie qui est basée sur une étude en France, parue dans la revue Psychotrope en 2015. C'était assez intéressant. Il arrivait vraiment à cibler le pourquoi de ces consommations. Finalement, la personne cherche autour de 4 axes, principalement à diminuer la pression, diminuer le stress, donc avec l'effet anesthésiant de l'alcool, mais aussi, à contrario, peut chercher aussi la stimulation, l'euphorie, la désinhibition, le côté aussi dopant.
du produit par moment selon le contexte professionnel et voilà les tâches à faire. Il y a aussi un côté récupération de sommeil, donc il étudiait ça aussi, que ça peut favoriser l'endormissement pour pouvoir oublier sa journée et être apte le lendemain. On sait que dans les faits, ce n'est pas le cas, mais il y a cette recherche-là et puis de soupape après le travail pour déstresser. Il parle aussi, et ça c'est un axe aussi souvent qu'on sous-estime, la partie intégration, insertion des liens professionnels. Et le fait d'entretenir les liens professionnels autour de la consommation d'alcool en milieu professionnel. Donc là, voilà, ça c'était bien sûr on pourrait développer beaucoup plus, mais on n'arrivera pas à le faire ce soir. Mais voilà, je trouvais intéressant de focaliser aussi sur la fonction que peut jouer l'alcool, pourquoi est-ce qu'on est amené à en consommer. Alors par rapport aux responsabilités des patrons, ou des entreprises, c'est clair que là, il y a plusieurs facteurs qui influencent, notamment l'accessibilité de l'alcool dans l'entreprise, la pression des collègues à boire comme eux le font. Donc effectivement, un peu une culture d'entreprise ou une manière dans une team ou une équipe de boire de l'alcool, il peut avoir une certaine pression qui se met en place parce que voilà, quelqu'un qui arrête de fumer va être applaudi, mais quelqu'un qui refuse un verre ou ne consomme pas, on l'a dit avant avec les prédécesseurs, va être assez vite stigmatisé. Et il y a aussi également un facteur de risque qui est la banalisation et l'encouragement à la consommation durant les heures de travail. Donc, c'est devenu quelque chose de quasi normal. Et ça, donc, ça représente un grand facteur de risque. Par rapport à la loi, alors là, très rapidement, parce que chaque pays a son cadre juridique, mais juste l'invitation, si on s'intéresse à ce sujet, à prendre connaissance de ce qui existe au niveau national dans chaque pays. En Suisse, on a quand même un certain nombre d'articles de loi assez précis aussi par rapport à la santé au travail. Et dans la santé au travail, de plus en plus, on retrouve des obligations de l'employeur à garantir à ce que on ne soit pas mis en danger par la consommation d'alcool, ils ne mettent pas le mot interdiction, mais de plus en plus contraignent justement l'employeur à veiller à ce que l'environnement soit sans risque. Et donc, il est impliqué, il a un devoir par rapport à ses collaborateurs, comme l'employé aussi. Donc, il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui vont un petit peu plus loin, ce qui est une bonne chose. On le verra par la suite pour l'intervention ensuite qu'on peut proposer. Donc un autre point soulevé était donc effectivement qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise lorsque le problème surgit avec le collaborateur ou la collaboratrice. Donc, nous, ce qu'on constate dans la plupart des situations qu'on rencontre, c'est qu'il y a vraiment une mise à mal du lien de confiance. Donc, on a sur plusieurs niveaux. Donc, le lien de confiance entre, bien sûr, l'employeur et l'employé, mais plus finement aussi entre l'employé et son supérieur direct, et aussi entre les collègues de travail, donc cet employé ou salarié avec les autres collègues de travail. Et donc, ça, c'est vraiment que dans le milieu professionnel. On l'a vu après, bien entendu, enfin, dans les autres conférences aussi. Et tout continue après à la maison, en dehors du travail. Mais déjà, sur le lieu de travail, on voit la mise à mal des liens, la perte de confiance qui peut aboutir. Donc, par rapport à ce qui se passe dans les appels qu'on reçoit, généralement, c'est beaucoup les employeurs qui appellent. Via notre ligne, on a une ligne téléphonique permanence SOS Alcool ou notre site Internet. On les a au bout du fil et souvent, on passe du temps avec eux sur une question principale, comment lui dire? Comment parler de ça? Est-ce que c'est un problème? Et souvent, on a l'employeur qui nous dit, mais moi-même, c'est vrai, je participe à l'apéro ou lorsqu'on va déjeuner avec des clients, on consomme ou c'est encouragé pour l'esprit d'équipe aussi de se détendre, etc. Comment parler de ça? Comment aborder le problème? On a peur de rentrer dans la vie intime, vie privée de la personne. Donc, beaucoup de réticences et ils sont vraiment preneurs de conseils. Alors, je dirais, ceux qui nous appellent, c'est vraiment ceux qui ont envie de garder
leurs salariés, donc qui ont investi du temps, de l'énergie, c'est vraiment des personnes qui veulent garder à l'intérieur de leurs équipes. Là, dernièrement, on avait une situation à Genève où clairement, enfin, ça a été vraiment explicité, je veux garder cette personne, mais je suis dans l'obligation et je suis obligée de faire quelque chose, donc aidez-nous. Donc, on a développé les prestations avec cette idée-là, je vais y revenir. Donc, par rapport à ce qui se passe au moment où ça surgit, on doit aussi s'occuper, donc il y a le salarié, la hiérarchie, mais comme je disais avant, il faudra aussi s'occuper des collègues de travail. Donc, toujours par rapport à l'alcool, enfin, voilà, ça concerne toutes les personnes autour de la personne, toutes les sphères de la personne. Donc, ce n'est pas un problème isolé. Et souvent, il faut une approche globale et holistique sur la situation pour pouvoir aider et accompagner le changement que le salarié peut espérer et qu'on aimerait qu'il souhaite, mais aussi l'entreprise et tout son milieu de travail. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire nous, donc nous comme professionnels, ou bien nous comme employés, comme je disais, ou comme chef d'entreprise. Donc on a développé à la Croix-Bleue une prestation, un processus qu'on propose d'abord en fait auprès de la personne qui nous appelle, qui fait la demande. Ça peut durer d'abord du 1-1, un petit moment par téléphone, voire des fois une première rencontre. Mais souvent, on essaie déjà de comprendre la situation, d'analyser les choses avec la personne qui nous appelle. Et des fois, ça peut suffire que l'entreprise aborde le sujet avec l'employé et lui recommande, voilà, il existe des lieux d'aide. Est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin? Est-ce que vous en avez parlé à tel et tel lieu? Et il peut donner des adresses. Ça, c'est vraiment les cas les plus légers, on va dire, et où l'employé reconnaît facilement qu'il aurait besoin un peu de guidance et on est vraiment dans un risque peu élevé. Ensuite, il y a un deuxième niveau où on va vraiment prendre rendez-vous une fois que l'employé et l'employeur se sont vus. On fait un entretien, ce qu'on appelle de clarification. On posait qu'il y avait un besoin d'aller plus loin, qu'il y avait un problème avec le règlement de l'entreprise, avec déjà peut-être des conséquences qui ont eu lieu sur le lieu de travail ou un test positif, parce qu'il y a aussi des contrôles qui peuvent se faire d'alcoolémie sur le lieu de travail. Et à ce moment-là, on fait une rencontre, ce qu'on appelle tripartite. Donc vraiment, la personne qui va proposer les soins, l'employeur et l'employé. Et là, on rentre dans un processus aussi avec différentes étapes. Voilà, je ne vais pas pouvoir le détailler là, mais si des personnes sont intéressées, on peut le mettre sur le chat. On a un flyer qui décrit aussi toute notre prestation, qui peut donner des idées ou d'inspiration pour les personnes qui nous écouteraient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de proposer. Puis pour résumer, en fait, ça va répondre sur 3 axes pour nous importants, qui sont mieux connaître pour mieux comprendre. Ça veut dire, comme on l'a dit depuis le début de ce webinaire, ça veut dire les idées préconçues qui sont véhiculées autour de l'alcool et l'alcoolodépendance empêchent souvent d'aborder le problème. Et en connaissant mieux les mécanismes qui amènent une personne à développer cette maladie, on peut aussi mieux la soutenir et l'aider. Donc, mieux connaître pour mieux comprendre, c'est déjà un téléphone, un bref conseil. Pour nous, remplit cet axe-là déjà. Comment on peut mieux connaître pour mieux comprendre? Et après, on arrive au deuxième axe qui est aider plutôt que punir. Alors, on a mis exprès un terme un peu fort, mais en fait, le licenciement n'est pas toujours la solution et en tout cas, les personnes qui arrivent jusqu'à nous ne veulent pas licencier dans l'entreprise de la personne. Et donc, comment on peut offrir une possibilité de s'en sortir, de prendre en charge son problème, que ça puisse représenter une solution du point de vue même du management de l'entreprise, puis qu'on soit gagnant-gagnant. Ça veut dire concrètement, du côté employeur et employé, que les deux y gagnent. L'employé accepte de se faire aider, accompagner et est reconnu pour sa valeur dans l'entreprise. Et l'employeur retrouve une personne, continue à fidéliser une personne qui est apte de nouveau à son travail et aussi, bien sûr, participe à la sécurité de tout l'environnement de travail et de santé dans l'entreprise. Et le troisième axe, c'est de dédramatiser. Ça veut dire aussi
de pouvoir bien sûr relever les risques et l'importance de la situation, mais quand même redire dans ces moments d'entretien, mais aussi de brefs conseils, que on va pas forcément rester avec ce problème d'alcool, on peut évoluer, on peut se rétablir, on peut éviter de tomber dans l'aggravation des risques. Pour les personnes, ça veut dire on peut éviter grâce à ça le risque accidentel, le risque que la maladie s'installe plus, donc on est en amont. Et in fine aussi, bien sûr, comme je le disais au début, garder son emploi, garder son estime par rapport à ça et tout ce qu'on a investi, et finalement éviter toutes les problématiques aux cascades qui vont derrière si on perd son emploi. Donc, c'est une chance pour nous, l'alcool en milieu professionnel, on est ravis que c'est une thématique qui se développe et qu'on puisse continuer à développer des stratégies d'aide dans ce sens. Merci beaucoup, Vanessa. On n'a plus trop le temps pour les questions. Je vous inviterai à regarder néanmoins le schéma qu'a posé Laetitia sur le repérage d'une problématique d'alcoolisation en entreprise. J'invite maintenant Martin à conclure ce webinaire. Merci, Martin. Merci beaucoup. Je vais faire court parce qu'effectivement, on est au milieu de la semaine et je pense que on a tous d'autres aspirations également. Alors, je terminerai peut-être par les mots de Benjamin et Grégory, mais je voulais revenir euh, et revenir sur l'un ou l'autre propos. Alors, je pense notamment aux propos de Joël Tremblay sur le programme Alcochois Mes Choix qui nous rappelle qu'il existe effectivement d'autres options que l'abstinence quand on propose éventuellement aux personnes désireuses d'être accompagnées, qu'il existe donc des programmes de maîtrise de la consommation ou de la réduction des méfaits qui sont evidence-based. Alors, je connais bien le programme Alcochois, moi, personnellement, donc c'est un outil que j'utilise. J'ai été formé à Paris par la Fédération Addiction, mais effectivement, il y a des accords dans les différents pays. J'entends qu'il y a aussi une demande en Afrique et que peut-être des choses se décideront là-bas et c'est tant mieux. Je voudrais revenir aussi sur les propos du docteur Gomez. Alors, effectivement, il y a une baisse de la consommation depuis les années 60. C'est une bonne nouvelle, mais avec des pratiques de consommation qui évoluent, et notamment, c'est un peu moins souvent, mais en plus grande quantité. Donc, avec des comportements du type binge qui sont en augmentation et les risques qui vont avec également, qui nous rappellent effectivement les repères de consommation qui sont de 10 unités d'alcool par semaine à raison de 10 grammes par verre. Ça a été bien mentionné. Alors, je précise, mais les Canadiens seront beaucoup plus précis que moi, que les repères canadiens ont été drastiquement revus à la baisse, hein. On parle de 2 unités d'alcool, 2 unités canadiennes, donc disons plus ou moins que les tendances sont à la baisse. Et ici, en Belgique, au Conseil supérieur de la santé, il y a aussi des discussions autour de ces repères de consommation qui seront peut-être revus dans les mois ou années à venir. L'importance des moyens de prévention, de formation des professionnels, mieux repérer, mieux informer, sont des choses qui ont été dites à plusieurs reprises. Et une chose qui a été dite aussi, c'est que, parce que c'est quand même le thème de les 28 jours sans, qui sont des actions qui permettent aussi de réduire la pression sociale, qui est très importante. On le voit à quel point l'alcool est ancré dans notre culture. Et finalement, ben, ces mois sans permettent, à tout le moins pendant le mois, mais peut-être parfois au-delà, de diminuer cette pression sociale à la consommation. Alors, encore peut-être deux, trois petits mots. Merci aussi à Aka Bamberger d'avoir présenté aussi ces outils très pratiques, de nous rappeler peut-être les balises aussi en termes de prévention, de travailler sur les plaisirs, sur les risques, sur la dépendance, l'importance du jeu, de situations concrètes, d'outils interactifs, y compris une application, d'une information claire. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai très envie d'aller télécharger cette application pour voir concrètement ce qu'on peut y trouver. Merci également à Vanessa Redzepi, hein, sur l'alcool en entreprise qui vient nous en parler longuement et qui
montre à quel point, là aussi, le repérage précoce et l'intervention brève peuvent être utiles, sous d'autres formes peut-être en entreprise, évidemment, avec la distance nécessaire, mais c'est essentiel. Et alors, je terminerai euh, peut-être cette conclusion par les chiffres présentés par Benjamin et Grégory en début d'intervention, hein, sur euh, le fait que, effectivement, euh, un nombre important, croissant de participants à ces mois sans alcool émerge un peu partout, hein, dans les pays qui le mettent en place, y compris en France où il n'y a pas de soutien gouvernemental. Et tenez bon parce que j'imagine qu'il viendra bien un jour ce soutien, mais les chiffres augmentent également en France. En Belgique, nous avons la chance d'atteindre jusqu'à plus de 20% de participation dans la population adulte, et donc c'est formidable. Et, et effectivement, c'est efficace, c'est une opération efficace, c'est une opération de prévention qui est largement évaluée déjà et qui le sera encore plus à l'avenir, qui est efficace. 70%, 70% comptent diminuer leur consommation, 12% comptent arrêter de boire. Et surtout, effectivement, les participants diminuent en moyenne de 20% leur consommation jusqu'à 6 mois après tournée minérale. Donc, il y a vraiment de nombreux bénéfices. Au-delà même des bénéfices immédiats qui ont aussi été évoqués, chez nous, on mesure que 80% des participants déclarent au moins un bienfait immédiat ressenti après ce mois sans alcool. Et la participation est assez stricte, ça a été mis dans le chat aussi, mais près de 2 tiers des participants le font de manière stricte, c'est-à-dire ne boivent pas du tout pendant le mois. Et puis un tiers font au moins l'effort et testent leur relation à l'alcool. Et là, c'est aussi le point de départ finalement, peut-être à une nouvelle relation plus positive avec l'alcool pour les mois et années à venir. Donc, je ne peux que vous encourager toutes et tous à faire également la promotion des mois sans alcool. En ce qui concerne la Belgique, désolé, je vais parler de ce que je connais le mieux, mais nous mettons à disposition sur le site web de Tournée Minérale des outils aussi pour les entreprises, pour les collectivités locales, pour les médecins, pour les pharmaciens, pour évoquer ça aussi dans ces lieux de ces premières lignes de soins qui sont essentielles et qui sont les meilleurs, qui sont nos meilleurs prescripteurs en fait de la campagne. Et puis, je peux juste vous dire aussi qu'on est en train, nous, de développer des partenariats aussi avec du secteur peut-être parfois un peu plus privé. On a un fabricant de gourdes qui va nous fournir des gourdes gratuites pour les participants. On a, parce que c'est l'occasion pour eux de faire parler d'eux. Et on a aussi des grands groupes comme Clear Channel ou JC Deco qui sont prêts aussi à contribuer gratuitement à la mise en avant de ce type d'action. Donc ne désespérez pas, on peut trouver des partenariats qui nous permettent de faire vivre les mois sans alcool de manière efficace au sein de la population. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Merci encore. Alors peut-être un mot technique et j'imagine que Célestine, peut-être tu le réévoqueras mais la conférence, cette conférence-ci et d'autres ressources vous seront envoyées par mail d'ici quelques jours. Donc, ne désespérez pas si vous n'avez pas pu tout suivre. Les infos suivront. Merci à Mais- tous. Merci beaucoup, Martin. Merci à tous les participants. Merci à l'équipe technique, aux personnes qui étaient aux manettes. Et avant ben, de vous laisser soit continuer votre soirée ou votre après-midi, j'aimerais faire un petit coup de pub parce qu'effectivement, toutes ces actions doivent se faire connaître. Nous organisons notre prochain webinaire et ce sera cette fois le 17 janvier prochain à la même heure. J'aimerais vous montrer le flyer que nous avons concocté pour cette soirée qui est cette fois dédiée à tous ceux qui veulent faire le dry, pas aux professionnels, mais plutôt aux participants. Donc, faites de la publicité chez vous. Et cette fois, je peux peut-être vous montrer le joli flyer. Voilà, pause alcool, pourquoi et comment. Et ce sera donc le 17 décembre à la même heure. Faites de la publicité autour de chez vous. Et puis voilà, j'espère que vous avez bien passé une bonne soirée en notre compagnie. Sur ça, eh bien, je crois que toute l'équipe d'organisation vous souhaite une belle continuation et surtout de jolies fêtes. N'hésitez pas à Euh, remplir le
questionnaire d'évaluation. Si, désolé Célestine, j'insiste, mais c'est Et précieux oui, pour nous pour pouvoir améliorer encore les choses à l'avenir. j'allais oublier. Donc, vous allez aussi recevoir le lien. Remplissez-le. C'est précieux pour nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée avec toute l'équipe. Et bonne Au fête à tout revoir. le monde. Bonne soirée à tous. Au Bonne revoir tout le soirée. monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tout le monde. Au revoir, Joël. Célestine, je vois que c'est marqué le 17 décembre sur le flyer, mais c'est bien le 17 janvier, hein, on est C'est le d'accord. 17 janvier. Oui. J'ai partagé le 17 décembre. Ah, Sur j'ai le- partagé le mot. J'ai partagé le mauvais flyer. Eh ben, Donc, c'est bien. celles et ceux qui sont encore là, c'est bien le 17 janvier, pas le C'est bien 17. le 17 janvier. Bon, vous recevrez aussi la pub en fait via mail. Je crois que ce Oui. sera C'est bien, beaucoup. les gens suivent, c'est bien. Oui, oui, j'enverrai à la liste des participants. Ah, J'enverrai. j'étais tellement fière de pouvoir partager cet écran. Bien, chers collègues, je vous Bon, abandonne également à... tout à Oui. fait. Bon, merci à tout le monde. Passez une bonne Bonne soirée et on se soirée. revoit bientôt. Salut. Oui, au revoir. Merci, Au au revoir, à revoir. bientôt, au revoir. Ciao. À bientôt, au revoir tout le monde.